Chapitre 8. Le policier et l'histoire. Les tôles ondulaient paisiblement au-dessus des toits. Sous les acacias du quai, l'histoire était présente sous la forme de 2 canons à l'entrée du jardin public. Les canons avaient été enlevés de Mapiaa lors de la Première Guerre mondiale, lorsque le grand voilier pirate de von Lückner, l'Aigle des mers, se fut échoué sur les récifs. Un immense badamier couvrait le square d'ombre et de sérénité imperturbable. Dans le palais de la reine Pomaré, devenu immeuble administratif, le trésor public chantait par les fenêtres ouvertes la mélopée sans fin des machines à écrire. Le ruisseau légendaire de Loti, où un siècle de littérature d'évasion était venu s'abreuver, finissait à présent dans un égout. Des poulaillers innombrables montaient la pastorale éternelle de l'œuf en train de naître. Des petits hôtels en bois où se réalisent, la nuit, les rêves des mers du Sud de tous les équipages des flottes marchandes ne s'élevaient à cette heure diurne nul cri de félicité. Cohn roulait lentement sur sa moto vers le Faré dans la chaleur de midi, décidé à faire un petit roupillon. Au tournant d'Oua, il vit une jeep de police le dépasser et s'arrêter. Les 2 gendarmes tahitiens lui sourirent aimablement et l'invitèrent à les suivre. « Qu'est-ce que j'ai encore fait ?»« Le chef n'est pas content, monsieur Cohn. Chong Fat a déposé une plainte contre vous. Il paraît que vous avez fracturé son tiroir caisse l'autre nuit et emprunté de l'argent. Allons bon, plus moyen de rigoler. » Cohn était un peu inquiet. Chaque fois qu'on le convoquait à la police, il s'imaginait qu'on avait découvert son identité. Rick Mans, en dehors de son air éternellement malin, avec une raie au milieu, des lèvres épaisses et un nez qui régnait en maître sur la platitude générale des traits. C'était un ancien légionnaire, passé dans la police coloniale. Il avait assisté dans ses dernières fonctions à de tels retournements de situation qu'il avait fini par regarder tous les criminels, escrocs et aventuriers de quelque envergure auxquels il avait affaire avec un mélange de respect et d'inquiétude. Il y en avait, parmi eux, qui réussissaient, mais aussi d'autres qui finissaient mal, si bien qu'il était difficile de savoir sur qui miser et qui il fallait ménager dans l'espoir d'une haute protection future. Il lui était arrivé, en Afrique, de passer à tabac un futur chef d'État indépendant et de pleurer plus tard des nuits entières dans le giron de sa femme à la pensée du tort qu'il s'était fait en rossant un homme qui était aujourd'hui reçu en grande pompe à l'Élysée et qui aurait pu lui valoir de l'avancement et des décorations. Le résultat de ces déboires était que tout devenait pour lui d'une complexité extrême. Dès qu'on amenait dans son bureau un malfaiteur ou un ennemi de l'ordre, menottes au poing, il sentait passer le souffle d'une puissance politique future. L'employé des postes, qu'il avait battu comme plâtre au Congo, parce qu'il volait des mandats postes, se rendait aujourd'hui en visite officielle à Paris, et la capitale pavoisait en son honneur. Le chef de ces boys, à Brazzaville, était devenu ministre de l'Hygiène, et un des bandits qu'il avait personnellement passé à tabac pendant son bref séjour à Abidjan, au cours du dernier quart d'heure colonialiste, était 3 semaines plus tard ministre de l'Intérieur. Ces coups tragiques du destin avaient fait de Rick Mans un des policiers les plus désorientés, les plus effrayés et les plus médiocres du monde. Il avait raté sa carrière et échoué à Papeete dans un poste subalterne. Mais il rêvait encore de tomber sur un assassin ou un voleur, et sans se tromper cette fois, de le faire bénéficier de sa protection. Malheureusement, rien n'était sûr. Tous les salopards d'aujourd'hui n'étaient pas nécessairement des grands hommes de demain. Tout était plein d'embûches. Les guêpiers, les pièges, les coups foireux l'attendaient dans tous les coins. Son air malin, collé en permanence comme un masque sur son visage, cachait un ahurissement total, et il était porté à serrer discrètement la main de quelques voleurs de poulets de Papeete après l'avoir coffré, sachant fort bien que c'était là peut-être un futur président de la République indépendante d'Océanie. Lorsqu'il vit l'emmerdeur numéro 1 du territoire entrer dans le bureau, son air malin s'accentua au point de paraître tout balayé sur son visage, laissant ainsi le nez seul, par la vertu de ses dimensions, présider à cette fête de bienveillance pateline. « Ah, monsieur Cohn, asseyez-vous. Un cigare ?» D'une manière instinctive, et dont il n'était pas entièrement conscient, Rick Mans détestait les artistes, mais il savait que le monde n'était pas parfait et qu'il fallait bien se résigner à accepter le fait inexplicable de voir aujourd'hui à Papeete un lycée Paul Gauguin, alors que ce nom avait été synonyme de désordre, d'outrage à l'autorité et de meurtre déplorable pour tous ses prédécesseurs. Il n'avait aucune envie d'être traité par des générations de scribouillards futurs comme la brute épaisse qui n'avait pas manqué une occasion de faire souffrir celui qui devait auréoler Tahiti d'une beauté plus éternelle que celle de ses lagons. Il avait lu cette phrase la veille encore dans France Matin, à propos de son alter ego des marquises 60 ans auparavant, le gendarme charpillé. Rick Mans avait 6 enfants,
Et l'idée que sa progéniture pouvait un jour lire des choses de ce genre sur son père lui donnait la chair de poule. Il fit un grand sourire à Cohn. Il ressentit aussitôt un violent mal de ventre, réaction immédiate à cet acte contre nature. Depuis quelque temps, Rickmans avait une idée fixe. Il se demandait, de plus en plus souvent, ce qu'il eût fait s'il avait été commissaire de police à Jérusalem, et s'il avait reçu l'ordre de faire crucifier Jésus. Cette idée le tenait souvent éveillé la nuit, et sa femme le suppliait de penser à autre chose. Ils avaient déjà assez d'emmerdements comme ça. Mais il n'arrivait pas à fermer l'œil. Tu te rends compte? On me dit, vous allez m'arrêter le dénommer Jésus, un élément subversif, dangereux. Vous allez l'exécuter cet après-midi. Qu'est-ce que je fais? Parce que tu comprends, je ne sais pas du tout encore qu'il va être Jésus-Christ. Comme on ne savait pas au Congo que Lumumba, ça allait être Lumumba. On me dit, bouclez le dénommé Jésus et exécutez-le. Pour l'exemple, qu'est-ce que je fais, nom de Dieu? Tu te rends compte de ma situation? Écoute, Bernard, à Tahiti, ça risque pas de t'arriver. Et puis s'il vient ici, Jésus, tu te feras transférer ailleurs. Tu te fais du mauvais sang pour rien. C'est des trucs qui arrivent tous les jours dans le métier. Tu te souviens de Bugunda, à Niamey? On me dit, coup de pied au cul, en tôle. Bon, je m'en charge. Et qu'est-ce qui arrive? Un an après, il est Premier ministre? Non mais tu te rends compte? Un divisionnaire à qui on dit Jésus, coup de pied au cul, et qu'on n'en entende plus parler. Qu'est-ce que je fais? J'obéis? J'obéis pas? Bernard, tu vas te rendre malade avec cette histoire. Avant qu'on voit Jésus à Tahiti? Non mais, il faut tout de même savoir. Il peut revenir n'importe où. Là où on l'attend le moins. Écoute Bernard, tu as quand même des choses plus importantes à régler que Jésus-Christ. Les enfants doivent aller en France faire des études. Au Congo, je fourre au Niouf, Komako. Il devient ministre. En Algérie, je m'arrange pour ne pas fourrer au Niouf le chef de l'OS, Godard. Il ne devient rien du tout. Ça peut me mener très loin. Suppose que tu es divisionnaire ici et brusquement on te dit il y a un élément subversif, le dénommé Jésus. Bernard, non mais regarde Gauguin, c'était un voyou, un ennemi de l'ordre, un vérolé. Et maintenant, où est-ce qu'ils vont nos enfants? Au lycée Gauguin. Il n'y a plus de bon Dieu. Tu me laisses dormir, oui. Il est 3 heures du matin. Tiens, je suis allé voir Monseigneur Tatin pour lui parler de ma situation. Je lui dis, voilà, supposons qu'il y ait demain un gouvernement de front populaire et que je reçoive l'ordre de crucifier un certain Jésus. Qu'est-ce que je fais? Parce que ça lui est déjà arrivé une fois et que ça peut le reprendre n'importe où. Vous vous rendez compte de ma situation? Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Que ça ne peut pas arriver. Un évêque. Il a raison. Comment? Tu reconnais que c'est un salopard ou que c'est un saint? Qu'est-ce que je fais? Je le crucifie? Je le crucifie pas? Bernard, tu es en train de faire une dépression nerveuse. Avec la poisse que j'ai, si je le crucifie, on va cracher sur moi pendant 2000 ans. Et si je l'aide à s'en tirer, tu te rends compte? Je fous en l'air l'église catholique? Si on n'avait pas martyrisé Lumumba, c'est comme si on avait empêché les Africains d'avoir un martyr et un saint. Qu'est-ce que je fais? Bernard, je te dis que si Jésus revient, ça sera pas à Tahiti. On vient pas à Tahiti pour ça. Tu te souviens de Jamila, en Algérie? Elle est morte pendant la question. Le commissaire Bigreux n'y était pour rien. La bouteille de Perrier s'était cassée dans son vagin pendant l'interrogatoire. Un défaut de fabrication. Il a été foutu à la porte. Aujourd'hui, en Algérie, Jamila est une sainte. Alors suppose qu'il y ait un salopard. Bernard, calme-toi. Je te jure sur la tête de nos enfants que tu n'auras jamais affaire à Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Pas possible qu'ils ne viennent pas ici. J'ai déjà eu tous les emmerdements. Il ne manque que celui-là. Tu sais que le père Safran m'a foutu à la porte de l'église dimanche dernier. Écoute Bernard, on n'a pas non plus l'idée d'aller à l'église prier pour que Jésus ne vienne pas. Mets-toi à leur place. Tu iras voir le docteur demain. Je te dis, moi, qu'on me fera boire la coupe jusqu'à la lie. Le docteur Toulane, que Rickmans voyait régulièrement, lui expliquait qu'il avait des tendances paranoïaques à la suite des souffrances morales et des chocs psychologiques qu'il avait reçus. Il le bourrait de tranquillisants, mais il avait des terreurs nocturnes qu'aucune pilule n'arrivait à calmer. Depuis qu'on avait déporté le leader nationaliste Pouvaana, il vivait dans la terreur de voir ce dernier débarquer d'avion, promu chef d'un nouvel État de Polynésie. Il avait atteint le comble de l'ahurissement et du désespoir quelque temps auparavant, lorsqu'il avait reçu une lettre de Boutanga, qu'il avait lui-même passé à tabac avant de quitter l'Afrique définitivement. Boutanga était devenu le chef suprême de la nouvelle République démocratique de Zobi, et manifestement, il n'avait jamais oublié les sévices que le policier français lui avait fait subir. « Cher monsieur, écrivit-il à Rickmans, je suis en train de réorganiser la police zobienne face à la subversion communiste impérialiste. Je serais heureux si je pouvais bénéficier de votre compétence et si vous acceptiez les fonctions de conseiller technique auprès de mon gouvernement. » Rickmans était trop malin pour tomber dans un piège aussi grossier. La lettre ne pouvait avoir d'autre but que de l'attirer en Zobi, où Boutanga le réduirait en bouillie. Non, mais pour qui le prenait-on? Il ne répondit même pas. 1 an plus tard, il apprenait que son adjoint, Musa, qui avait torturé Boutanga au moment de la répression, avait reçu à son tour la proposition et l'avait acceptée. Il était à présent le bras droit de Boutanga, touchait 10 000 francs par mois, recevait des diamants en cadeau et venait passer ses vacances en France dans une Buick
mises à sa disposition. La seule chose qui était pénible, avait-il expliqué à Rickmans, c'était que Boutanga faisait exécuter les membres de l'opposition à tort et à travers, par village entier. Et lorsque Moussa essayait de modérer ses transports, Boutanga a hurlé que si les Français avaient fait la même chose, ils seraient encore là, et que le grand Mao avait raison quand il disait que le peuple devait passer sans hésiter sur les cadavres de ses ennemis. Il n'allait pas, lui, Boutanga, permettre à la subversion communiste de saper les assises de la démocratie, incarnées pour lui par Napoléon, Victor Hugo, La Fontaine, Jaurès et Lucien Bonaparte. À la fin, il s'était fait couronner empereur de Zobie. Cet épisode avait achevé de dérouter Rickmans. Il lui arrivait souvent, depuis, de rester pendant des heures seul dans son bureau, à faire un rêve de grandeur et de triomphe qui lui faisait monter les larmes aux yeux. Les peuples de couleur envahissaient l'Europe et faisaient appel à son expérience colonialiste. Il le nommait, lui, Rickmans, administrateur de classe exceptionnelle des territoires africains d'outre-mer, s'étendant de Paris à Cannes. Les peuples de couleur allaient avoir besoin au début de techniciens compétents de l'administration coloniale. Il n'avait jamais été raciste. Il était policier. Pour lui, un homme était un homme. Il aurait traité les Français humainement. En ce qui concernait la situation à Papette, il conservait son espoir. Sa femme, malgré ses 80 kilos, couchait avec un neveu de Pouvaana. Et si le leader nationaliste était un jour bombardé président de la République d'Océanie, ce lien que Rickmans avait avec lui était un atout précieux, car les Tahitiens ont un sens de la famille très prononcé. Rickmans regardait donc Con d'un œil bienveillant et paternel, ce qui lui donnait un air tellement fauston que Con avait envie de se pencher sur son visage et de réarranger ses traits. Parlons franchement, dit Rickmans. Foutez-moi la paix. L'air malin s'accentua encore sur le visage du policier. Pour une fois, Rickmans se sentait sur un terrain sûr. Le 27 mai, 65 ans auparavant, son précurseur, le brigadier de police Jean-Pierre Clavry, avait asséné au locataire déchu et malade de la maison du Jouir le coup de grâce. La condamnation à 3 mois de prison et 50 francs d'amende pour outrage et calomnie envers les représentants de l'ordre. Le comble de la bassesse dans cet épisode résidait en ceci. Ce fut le brigadier Clavry, lui-même, qui fut invité par l'administration à remplir les fonctions de ministère public. Pour Con, le plus exaspérant était que, derrière Rickmans, sur le mur, s'étalaient 3 grandes reproductions des tableaux de Gauguin, dont l'admirable Rerioa. Il est temps que nous fassions la paix, monsieur Con, dit le policier. Plutôt crevé, dit Con. Vous savez que le juge, dans votre sale procès, n'avait aucun droit de désigner lui-même le ministère public. Quant à avoir appelé le gendarme Clavry à cette fonction, c'était du nazisme, pur et simple. Vous avez tort de le prendre sur ce ton, monsieur Con. Vous n'êtes pas sans savoir que le consul des États-Unis a demandé votre expulsion. Il considère que votre conduite ici jette le discrédit sur l'Amérique auprès des autochtones. D'abord, Jefferson n'est qu'un consul honoraire. Et puis, je vais vous donner un conseil, Rickmans. La France ne désire nullement voir le prestige des États-Unis grandir en Océanie. Si vous m'expulsez, vous ferez la gaffe de votre vie. Ou bien seriez-vous par hasard payé par les Américains? L'idée ne vous a même pas effleuré, je parie, que j'étais envoyé ici tout exprès, travailler à saper le prestige des États-Unis dans cette région du monde. Rickmans ne broncha pas, comme toutes les fois qu'il s'écroulait intérieurement. Ce que Con venait de dire était plus que vraisemblable. La haute politique n'avait plus de mystère pour le policier. Pourquoi croyez-vous que je pose pour des photos porno, Rickmans? C'est de la propagande anti-américaine. Vous n'avez pas encore compris? Le policier le regardait fixement, l'œil vitreux. Je vous rappellerai aussi que le lit de Gauguin, au motif pornographique, qui indignait tellement le vicaire apostolique, se trouve au Louvre, qu'il a acheté en 1952, pour des millions. Une des dernières lettres de Gauguin avant sa mort disait simplement « Je suis à terre aujourd'hui vaincu ». En juin 1957, cette lettre a été vendue à Paris pour 600 000 francs. Vous pouvez me foutre en prison, si vous voulez. Mais votre nom sera voué par la postérité à un mépris universel. Rickmans se taisait. Il n'allait pas se compromettre. Picasso, qui peignait des horreurs, était considéré comme le plus grand génie artistique de ce temps. De Gaulle avait été condamné à mort pour désertion, était devenu un monument. Nehru avait passé 15 ans de sa vie en prison et s'était mué en mythe. Lumumba, qui volait des mandats postaux, était considéré comme un prophète et un martyr. Jésus, qui était un ennemi de l'ordre établi, était devenu un pilier de l'ordre établi. Gauguin, qui avait collé la vérole à quelques centaines de Tahitiennes, avait aujourd'hui à Papette son lycée, son musée et sa rue. Les gendarmes charpillaient et Clavry passaient pour des salopards aux yeux de la postérité. On vivait dans un monde qui tournait si vite
que tout ne cessait de s'y renverser, et le policier le plus perspicace était incapable de dire s'il passait à tabac un bandit ou un homme providentiel. Rick Mans commençait à avoir la manie de la persécution. Il était convaincu que tôt ou tard, on allait célébrer la Saint-Gauguin à Tahiti. Il se leva, mit sur l'épaule de Con une main amicale. « Allons, allons, dit-il, ce n'est pas bien grave tout ça. J'insisterai auprès de Chang Fat pour qu'il retire sa plainte. Tant que je suis à ce poste, vous pouvez compter sur ma protection, monsieur Je veux dire, monsieur Con. Je reconnais que je ne comprends pas grand-chose à vos œuvres. En matière d'art, plutôt conservateur, Gauguin, Van Gogh, quelque chose que je peux comprendre et goûter. » Il le raccompagna jusqu'à la porte et lui serra la main. « Et travaillez, tout est là. Un jour, le succès viendra. » Con sortit entièrement rassuré. La police de Papette n'avait pas le moindre soupçon le concernant. Il ne risquait pas d'être repris.